technique qui maintenant est désormais, et on le sait, au point, qui pourrait soulager déjà une partie des effectifs et qui peut aussi identifier, comme il le disait, un certain nombre de comportements qui sont très durs en fait d'aller vérifier, notamment à l'œil nu et par des moyens humains. Tout à fait. Les Jeux Olympiques ont montré quand même deux choses qui paraissent essentielles. C'est que d'une part, lorsque l'on se fixe une priorité politique très forte, on est capable de faire ce qui paraissait impossible, c'est-à-dire sécuriser la ville de Paris. Et d'autre part, les Jeux Olympiques ont offert un cadre d'expérimentation d'un certain nombre de technologies en matière justement de vidéoprotection et en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle pour repérer les individus et détecter les individus qui sont problématiques dans le cadre de mouvements de foule, qui peuvent être réutilisables dans le cadre d'une politique plus globale et plus volontariste de réduction des flux migratoires dans notre pays et plus globalement en Europe. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est face à un défi migratoire qui est immense. Il y avait en 2022 330 000 entrées illégales sur le continent européen. C'est quasiment 2 fois plus qu'en 2019. Et la crise migratoire n'est pas derrière nous, mais elle est devant nous, puisque avec le bouleversement démographique en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, on va passer d'une situation où en 1900, il y avait 4 Européens pour 1 Africain, à une situation en 2050 où il y aura 4 Africains pour 1 Européen. Donc la crise migratoire est devant nous. La question qui se pose du coup aux sociétés occidentales, c'est de réguler les flux migratoires et de les réduire drastiquement. Comment on fait ? Il y a au moins 2 leviers. Il y a un premier levier qui est au niveau national, notamment ce que vous avez rappelé dans le reportage. Comment se fait-il que depuis 1981, le nombre de fonctionnaires a augmenté de 43%, alors que la population globale française a augmenté que de 18%, mais pour autant, on a augmenté le nombre de fonctionnaires, mais tous les services de l'État qui sont compétents en matière de régulation des flux migratoires nous disent qu'il manque des moyens humains. Donc ça, c'est la première interrogation. Il faut que l'État français réinvestisse dans le régalien et notamment dans la protection aux frontières, et notamment pour le nombre de policiers. Ça, c'est le premier point, pour avoir une frontière qui soit mieux, à minima, surveillée. Le deuxième sujet, il est d'ordre européen, et vous l'avez très bien rappelé. C'est-à-dire qu'au niveau européen, il faut aller sur quelque chose qui soit beaucoup plus volontariste, notamment la mise en place d'un blocus naval aux frontières de l'Europe, notamment en Méditerranée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, a parfois évoqué sans voir aboutir. Exactement. Parce qu'en fait, c'est une piste qui, justement, réunirait les pays européens qui, justement, ne veulent plus subir l'immigration. La France, l'Espagne, l'Italie et la Grèce, qui sont des pays aujourd'hui qui sont démunis, puisque les pays d'Europe du Nord refusent de financer davantage la protection aux frontières, puisqu'il faut rappeler que dans le budget européen, la protection aux frontières, c'est 3% du budget européen. 3% pour défendre nos frontières, alors que le défi migratoire est un défi qui est quasiment l'un des plus importants et des plus existentiels pour les Européens. Donc, il faut que les pays d'Europe du Sud s'unissent pour pouvoir mettre en place ce blocus naval, ce qui signifierait qu'en fait, au lieu que ce soit Frontex, on rajoute des moyens militaires des armées, justement, grecques, françaises et espagnoles ou italiennes, et l'on raccompagne les bateaux de migrants clandestins aux frontières, non pas aux frontières chez nous, parce qu'après on les expulse pas, donc on le fait aux frontières libyennes ou tunisiennes, exactement. Et donc ça, c'est le deuxième sujet. Et puis il y a un troisième sujet qui est franco-français notamment, qui est l'attractivité de notre modèle social, notamment pour les personnes en situation irrégulière. Donc il faut effectivement revoir l'intégralité du sujet dessus. Et puis surtout, et je terminerai dessus, faire en sorte que, et c'est quelque chose qui est normal et qui est logique, que toutes les démocraties occidentales font, l'Australie, mais également les États-Unis avec l'administration Biden, qu'un étranger qui arrive clandestinement sur le territoire national ne puisse jamais être naturalisé, jamais être régularisé. Vendry de Guerpel, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je rejoins Thomas Hock sur certains points, et en réalité, Mathieu Hock, sur certains points, et Abandon, on voit que chez les internes c'est la même chose, et on a tellement dit, et notamment au moment du Covid, que notre système de santé était à bout de souffle. On a mis en place le Ségur de la santé, on s'est dit cette fois la santé doit être la priorité. Bon, là, avec cette information, on voit bien que ça n'est pas la priorité, ou en tout cas, on n'arrive pas à régler ce problème. Non, tout à fait. La France fait face à un double paradoxe. Enfin, le système de santé français fait face à un double paradoxe. Le premier, c'est que, justement, comme vous l'avez rappelé, on fait appel de plus en plus à des personnes étrangères ou des personnes formées à l'étranger pour soutenir notre système de santé, alors qu'on a des milliers et des dizaines de milliers, des centaines de milliers de Français et de jeunes qui veulent faire médecin, qui veulent faire infirmier, qui veulent faire aide-soignant. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez ubuesque. On a autant de jeunes qui veulent s'engager dans ces métiers qui sont des métiers de vocation. On est quasiment médecin, on est infirmier, on a envie de se donner
pour la société, et pour autant on ne peut pas le faire. Le deuxième paradoxe que nous vivons, c'est que le système français traverse, c'est que la France dépense 9% de son PIB pour les dépenses de santé. C'est autant que l'Allemagne. Et pourtant, est-ce que notre système de santé est meilleur que le système allemand? Est-ce que les infirmiers sont mieux payés? Est-ce que les médecins sont mieux payés? Quand on regarde les chiffres, ce n'est pas le cas. Donc cela pose la question de où va l'argent sur notre système de santé. Lorsque l'on regarde les rapports que produit la DREES, qui sont très éclairants à ce sujet, les dépenses de santé, 30% d'entre elles, entre 25 et 30% selon les hôpitaux, vont dans ce qu'on appelle les dépenses dites de fonctionnement hors personnel. Et donc cela pose la question de l'organisation de notre manière de dépenser collectivement en termes de santé. Et donc pour cela, il faut justement rompre avec cette logique qui privilégie les dépenses de fonctionnement, la bureaucratie à l'hôpital, et réorienter l'argent là où il est nécessaire, c'est-à-dire sur la revalorisation du personnel soignant, des médecins jusqu'aux aides-soignants, et puis surtout, et vous l'avez noté, sur le renforcement des capacités dans les facultés de médecine, parce qu'on peut baisser on peut supprimer le numerus clausus tant que l'on veut, c'est quelque chose qui est une mesure de bon sens, mais si on ne travaille pas sur les capacités à former nos médecins, donc réinvestir dans nos facultés de médecine, on n'y arrivera pas. Et en plus, juste, je rajoute ça, excusez-moi. Gauche, etc. C'est évidemment aussi ce que vont chercher les électeurs. On se dit chacun tente de se neutraliser avec des arguments. A priori, on ne voit pas très bien comment ils peuvent fonctionner. Oui, bien sûr. Et les démocrates vont dire que Trump est quelqu'un qui est liberticide et qui est un antidémocrate et que candidat des riches. Et le candidat des riches, etc. Donc c'est une. En fait. La clé de ces prochaines semaines, prochains mois pour les élections présidentielles américaines, elle se joue autour de 3 matchs. C'est-à-dire que vous avez un premier match du récit, effectivement, et c'est quel parti va pouvoir avoir le meilleur récit pour pouvoir conquérir ce qu'on appelle les électeurs indécis, notamment dans les États clés, donc les swing states dont vous avez parlé, Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin, qui sont les États les plus importants pour la présidentielle américaine, parce que ceux-ci vont donner les grands électeurs qui permettront d'élire le prochain président de la République. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième match qui se joue aujourd'hui entre Kamala Harris et Donald Trump, c'est le match sur l'image. C'est-à-dire qu'en fait, on sort d'une séquence, effectivement, vous l'avez rappelé, avec la tentative d'assassinat sur Donald Trump, qui était favorable à Donald Trump, qui a été éclipsée par la Convention des démocrates. Mais la situation en septembre risque de changer, puisque Kamala Harris n'aura plus comme objectif de rassurer son camp ou de faire campagne dans son propre camp, ce qui est le cas d'une primaire d'une convention démocrate. Elle devra élargir et elle devra surtout affronter Donald Trump directement, notamment dans le cadre d'un débat, le débat du 10 septembre. Donc ça sera beaucoup plus compliqué pour Kamala Harris d'affronter Donald Trump que de faire une campagne interne au sein des démocrates. Et ensuite, le troisième match qui est important, c'est le match des bilans, c'est-à-dire que justement Kamala Harris va devoir incarner le bilan de Joe Biden, qui est jugé quand même malgré tout négativement par les Américains sur 2 sujets essentiels, les questions économiques, notamment parce que les indicateurs macroéconomiques ne sont pas suffisamment bons au regard de la situation et la précarisation des électeurs américains, notamment dans les fameux États clés dont on évoquait. Et ensuite, les questions migratoires, où effectivement le bilan de Joe Biden, notamment sur la gestion de la frontière mexicaine, est bien pire que celui de Donald Trump. Et donc, ça pourrait faire basculer l'élection dans les États clés, cette fois-ci du Sud, Arizona, etc., en faveur de Donald Trump. Donc, c'est une question des 3 matchs. C'est les 3 matchs qui vont se jouer justement pour la présidentielle américaine. C'est vrai qu'il y a 2 difficultés quand même, Joseph Tounel, pour Kamala Harris, ou peut-être un peu plus, mais 2 qu'on peut souligner pour cette fin d'émission et la minute qui nous reste. C'est 1, effectivement, de devoir défendre le bilan de Joe Biden, qui certes n'est pas directement le sien, mais quand même... en quelques secondes, pour aller encore plus loin, effectivement, je pense qu'il faut, quand on instaure un bras de fer avec les pays justement africains notamment et les pays du Maghreb, je suis tout à fait d'accord avec vous, et nous on avait fait cette proposition déjà en 2021, il faut absolument revoir l'ensemble des accords bilatéraux avec les pays du Maghreb notamment, mais il faut se poser aussi la question, pourquoi des pays africains, je pense notamment aux Comores, qui pratiquent un chantage migratoire depuis des années sur Mayotte. Comment on fait en sorte que justement mettre fin à ce chantage migratoire qui est pratiqué par ces pays-là? Moi, nous pensons, nous avons fait cette proposition qu'il faut envisager des sanctions économiques, il faut aller jusque-là pour que justement ces pays-là puissent reprendre leurs clandestins et qu'ils arrêtent justement d'utiliser la situation migratoire à des fins politiques de leur côté. Naïma manque à ses devoirs et qui cela est manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Ils vont un peu loin là peut-être. Non, mais la France insoumise, on est coutumier du fait, elle a voulu bordéliser l'Assemblée nationale. Mais ils reprochent au président de jouer avec la Constitution, ils font la même chose. Non mais tout à fait, surtout c'est qu'ils disent quelque chose qui est complètement paradoxal, c'est-à-dire qu'ils disent qu'il faut respecter la tradition républicaine en nommant Lucie Castet,
qui en fait est le nom d'un Premier ministre ou d'une Première ministre proposé par le groupe qui arrive en tête à l'Assemblée nationale, le groupe du Nouveau Front populaire. Ils disent la tradition républicaine serait de nommer une personne qui vient de ce camp-là. Or, après, ensuite, quelques semaines après, ils nous expliquent, sans aucune pression, sans aucune gêne, qu'ils sont favorables à une destitution du président de la République qui n'a pas du tout de sens aujourd'hui, compte tenu de la situation politique. Donc ça démontre une seule chose, c'est que la France insoumise veut bordéliser encore la vie politique comme toujours. Ils ont fait élire des fichiers S, ils ne sont pas à une outrance près. Ils prospèrent sur le chaos et c'est une stratégie de la communication excessive. Là, ensuite, après, sur la question de est-ce qu'Emmanuel Macron devra quitter l'Élysée prématurément, la question pourrait se poser mais sous l'angle plutôt de la contrainte. Est-ce que peut-être qu'à un moment donné, il sera contraint de le faire, puisque alors que les Français ont fait preuve d'actes de civisme très fort en élisant une Assemblée nationale avec un niveau de participation record depuis 1981, le président de la République, s'il décide de ne pas vouloir partager le pouvoir avec le reste du spectre politique, notamment parce qu'il n'a plus de majorité ni absolue depuis 2022, ni relative depuis 2024, il devra partager le pouvoir. S'il ne le fait pas, s'il n'entend pas et s'il poursuit ce déni de réalité, alors effectivement, il sera, lui, le bloqueur. Et donc se posera la question de sa démission. Oui, mais on n'est pas dans le même, mais on n'est pas dans le même sens et dans la même logique. De destitution par le Parlement, ça n'a aucun sens. Ce n'est qu'une volonté de la France insoumise, qui n'a pas de sens. Et justement, on va regarder un certain nombre de réactions pour comprendre un peu l'ambiance qui règne au Nouveau Front populaire. Alors on va écouter d'abord Aurélie Trouvé, elle est députée de la France insoumise de Seine-Saint-Denis. Écoutez ce qu'elle disait. Après, on va parler justement du prochain ou prochaine Premier ministre. Ce que démontre cette histoire de la France insoumise, c'est que la gauche, le Nouveau Front populaire d'un point de vue global, mais surtout la France insoumise, ne pense pas à la prochaine génération, il pense à la prochaine élection. Ce qui se joue aujourd'hui à gauche, c'est le rapport de force pour prendre le leadership de la gauche entre la gauche dite modérée ou la gauche dite de gouvernement réformatrice, incarnée par les socialistes, et puis la gauche révolutionnaire radicale incarnée par Jean-Luc Mélenchon. Depuis la fin de la NUPES, qui était complètement à la main de Jean-Luc Mélenchon, on assiste à une sorte de rééquilibrage modéré, on va dire, modeste, du rapport de force à gauche, avec justement davantage, grâce au score des européennes de Raphaël Glucksmann, une gauche de gouvernement qui a un peu plus de force dans l'alliance de la gauche. Mais la difficulté qu'ont les socialistes, c'est qu'ils restent quand même malgré tout soumis aux insoumis, puisque électoralement, circonscription par circonscription, ils ont besoin d'eux, soit dans les grandes métropoles où c'est Jean-Luc Mélenchon qui fait des scores quasiment proches de 35-40% dès le premier tour, voire 50%, puisqu'il y a des députés LFI qui ont été élus dès le premier tour. Et puis là où sont élus les socialistes, c'est-à-dire dans beaucoup de circonscriptions de ce qu'on appelle le Grand Ouest, l'arc Grand Ouest, en Pays de Loire, en Bretagne, ce sont des régions où Jean-Luc Mélenchon, à la présidentielle de 2022, avait fait des scores qui étaient très importants. Donc ce qui se joue en fait en réalité, ce n'est pas le programme pour gouverner, pour améliorer la situation du pays, c'est que chacun à gauche joue sa survie politique et joue le leadership et donc joue des postes. Un dernier mot, Naïma, rapidement. Mais justement, Raphaël Glucksmann, lors de la campagne pour les européennes, avait... Qui ne sortent pas du bac mais qui ont d'autres expériences, de passer le concours, de le réussir et de rentrer en école. C'est une des causes du fait que beaucoup de jeunes arrêtent en cours parce qu'en fait, ils ont juste coché. Oui. Parce qu'au moment où j'ai le bac, qu'est-ce que je vais faire ? Mathieu Hoc. La difficulté qu'on a en France aujourd'hui, c'est sur cette question de la démographie médicale. C'est qu'en fait, on dépense 9% de notre PIB, autant que l'Allemagne, et pour autant, on a moins de soignants par habitant, on a des soignants qui sont, que ce soit des médecins, infirmiers, aides-soignants, qui sont moins bien rémunérés qu'en Allemagne, parce que justement, les dépenses de santé que la France alloue à notre système de santé sont mal employées, comme vous l'avez dit, notamment sur le volet administratif. Les hôpitaux, en moyenne, sur les rapports de l'adresse, dépensent entre 25 et 30% de leurs dépenses de fonctionnement hors personnel, évidemment, à destination de l'administratif, donc tout ce qui est informatique, murs, etc., c'est 25%. Alors qu'en Allemagne, c'est plutôt 15%. Donc déjà, il y a de l'argent à aller chercher à ce niveau-là pour faire des économies, notamment d'échelle, dans les hôpitaux. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point sur la démographie médicale plus globalement, c'est qu'en fait, nous avons un système aujourd'hui où les capacités de nos facs, que ce soit les facs de médecine, les facs dentaires, les facs, notamment des écoles d'infirmiers, ne permettent pas de pouvoir former suffisamment de médecins à mesure que les besoins de santé augmentent, que ce soit le vieillissement de la population, la prévalence des maladies chroniques notamment, tout avec diabète, l'évolution dialyse, en fait, de la etc. population et de ses besoins.
Donc on a des dépenses de santé qui vont devoir augmenter. Donc on a besoin de plus de personnes. Et la difficulté que nous avons, c'est que nous ne pouvons plus suffisamment former de professionnels de santé et que donc nous allons chercher, où les jeunes, nous allons chercher soit des professionnels de santé à l'étranger aujourd'hui, d'abord dans l'Union européenne, mais également en dehors de l'Union européenne, notamment dans les pays du Maghreb. Et puis surtout, l'autre point, c'est que nous avons des jeunes Français qui rêvent de travailler dans le monde de la santé et qui ne peuvent pas aujourd'hui se former en France et qui vont se former en Espagne, en Roumanie, en Hongrie ou en Bulgarie. Et donc ça démontre quand même la faillite de notre modèle d'éducation justement sur les métiers de la santé. On va changer de sujet et on va parler de l'immigration maintenant parce que vous le savez, face justement à la situation migratoire, la France manque cruellement. Frontières extérieures. Mathieu, on a entendu la même chose sur ce manque de coordination. Pour le trafic de drogue, en disant qu'il faudrait un parquet national antidrogue. On l'a entendu pour ce qui s'est passé avec Mohamed Amra, où le problème, c'est un problème de communication entre les services. On se dit, on ne peut pas tout le temps attester du fait qu'on ne peut pas régler les problèmes parce qu'on ne communique pas entre services et ne jamais régler le problème. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce constat. Mais il faut aller au-delà du constat, forcément. Il faut aller au-delà du constat et surtout, il faut commencer à introduire un rapport de force. Parce que la réalité aujourd'hui de la politique migratoire, que ce soit en France, mais également au niveau européen, c'est que les gens qui veulent la politique migratoire n'en subissent pas les conséquences. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau européen, les pays qui appellent à avoir plus d'immigrés dans leur société, les pays d'Europe du Nord, parce qu'ils ont une démographie vieillissante, parce qu'ils ont des besoins en termes de main-d'œuvre pour faire tourner leurs usines. Ce sont eux qui veulent l'immigration, mais ce ne sont pas eux qui en subissent les conséquences, puisque les conséquences de la politique migratoire, de l'impuissance de la politique migratoire au niveau européen sont subies par les pays d'Europe du Sud qui ne sont pas en capacité d'accueillir les 330 000 migrants qui arrivent illégalement sur le territoire européen année après année. L'Italie ne peut pas, la Grèce ne peut pas, la France ne peut pas et l'Espagne non plus. Donc ce qu'il faut faire, et c'est une proposition que nous avions faite il y a quelque temps, c'était d'introduire un rapport de force avec les pays d'Europe du Nord, c'est-à-dire faire ce que fait l'Italie. Si les migrants veulent principalement aller au Royaume-Uni, mais surtout en Allemagne ou en Suède, etc., si eux veulent l'immigration, eh bien dans ces cas-là, on laisse filer les migrants, bien évidemment, on encadre cela avec des bus, etc., et on laisse les migrants aller là où ils veulent, et vous allez voir que dès lors qu'ils vont subir les conséquences en termes d'insécurité, en termes de choc culturel dans leur société, ils vont changer d'avis. C'est une mesure qui avait été mise en place notamment aux États-Unis, où le même problème, c'est-à-dire que les partisans de l'immigration massive aux États-Unis, en Californie ou à New York, ou dans les grandes villes, les grandes métropoles américaines, ne subissent pas les conséquences de la politique migratoire, de l'impuissance de la politique migratoire aux États-Unis, et ce sont plutôt les États du Sud, Texas, etc., qui en subissent ces conséquences. Les États du Sud ont justement fait en sorte de laisser passer les migrants vers les États du Nord. Et vous avez vu que ça a complètement changé le rapport de force. Maintenant, les États du Nord collaborent et aident les États du Sud à protéger la frontière mexicaine. Il faut s'en inspirer au niveau européen. Mandry de Guerpel, il y a aussi quelque chose d'un peu décourageant. C'est qu'on nous avait vanté la dernière loi immigration prise en France comme une loi qui allait tout changer. On rappelle que des lois immigration, il y en a en moyenne une tous les 2 ans. Et malgré tout, ce qu'on entend dans la bouche de Fernand Gontier, c'est qu'il y a eu beaucoup de lois, il y a eu donc beaucoup de choses qui aller vers un accord, mais les politologues vous disent que souvent dans une négociation, c'est un peu le jeu. Il y en a un qui dit qu'il est trop optimiste, l'autre qui explique que non, ça ne se fera jamais. Ça peut être aussi un moyen d'obtenir davantage de choses. On fait semblant d'être opposé à tout au début. On fait quelques concessions. C'est aussi l'art de la négociation. Même si négocier avec une organisation terroriste, évidemment, c'est pas une diplomatie normale. J'allais y venir, à la différence quand même que ça, ce que vous dites vaut pour une négociation entre démocraties ou même avec un régime autoritaire avec lequel on peut effectivement négocier et passer des accords. Avec une organisation terroriste, c'est bien différent. Il est temps que le Hamas rende l'ensemble des otages qu'ils ont. Ils ont 2 types d'otages aujourd'hui. Ils ont d'abord les otages israéliens et notamment les 2 Français aussi également qui sont en otage depuis plus de 300 jours. Ça suffit maintenant. Il faut qu'ils rentrent à la maison. C'est une nécessité absolue. Et puis surtout, ils ont aussi des otages de la population de Gaza qui est en quelque sorte otage de leur politique puisque eux utilisent la situation à Gaza pour récupérer davantage de moyens matériels, humains et financiers de la part d'une part de l'Iran, parce que l'Iran, en étant un proxy de l'Iran, donc une organisation qui agit pour le compte de l'Iran et en déstabilisant Israël. Et puis, d'une certaine autre façon, ils prennent en otage la population gazaoui pour
justement attirer le soutien des opinions publiques dans les pays arabo-musulmans, les autres pays arabo-musulmans, l'Égypte, la Jordanie, les pétromonarchies, pour que les opinions publiques puissent faire pression sur leurs leaders politiques en disant il faut absolument aider le Hamas, ou du moins il faut arrêter d'aider Israël dans sa lutte contre le terrorisme. Or, il faut rappeler, c'est une lutte aujourd'hui, c'est une guerre contre le terrorisme que mène Israël. Et si Israël n'est pas en capacité de détruire le Hamas seul, ce qui est en réalité le bilan depuis le 7 octobre, Benjamin Netanyahu n'y arrive pas, alors il faudra que les pays occidentaux aident Israël à détruire le Hamas, comme on a eu des coalitions qui ont permis de détruire d'autres mouvements terroristes comme Daesh. Je voudrais qu'on écoute, puisque vous disiez référence, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui s'est exprimé, qui ne sont encore pas sonorisés. Ça veut dire que pour les personnes qui ne voient pas, eh bien, il faut savoir se repérer. Et on se dit, on a fait beaucoup, on construit plein de nouvelles lignes de métro qui, certes, celles-là seront accessibles en général pour les nouvelles lignes. On pourrait aussi penser à toutes les stations qui existent déjà. Certaines sont peut-être quasiment impossibles à rendre accessibles, mais sans doute pas toutes. Oui, ce qui est assez affolant dans la politique que mène la mairie en termes de transport public, la mairie de Paris notamment, c'est qu'en fait, elle se dit qu'elle lutte contre les inégalités, très bien, mais elle en crée à chaque fois de nouvelles sur la politique de transport public. Elle crée au moins 2 inégalités qui sont fondamentales. La première inégalité, c'est à destination des personnes qui sont justement en situation de handicap. Il y a quand même 9 millions de Français qui sont porteurs d'un handicap plus ou moins sévère. Et effectivement, l'accessibilité des transports en commun reste une problématique qui est majeure pour pouvoir justement mieux se déplacer. Comment vous pouvez vous circuler davantage si vous mettez en place davantage de transports en commun qui font concurrence effectivement avec la voiture et d'autres transports notamment. Oui, puis favoriser le vélo, par exemple, ça ne favorise pas vraiment les personnes qui sont à mobilité réduite, a priori. Quand vous êtes une mobilité réduite, vous devez à la fois traverser un passage sur le passage piéton, il y a la voie des vélos, la voie des taxis, la voie des bus, puis la voie des voitures. Ce n'est pas sérieux. Et ensuite, le deuxième élément aussi, la deuxième inégalité quand même qui est fondamentale, qui va au-delà du handicap, c'est pour toutes les personnes, tous les franciliens qui habitent en petite et grande couronne. Oui, bien sûr, l'offre n'est pas la même partout. Ils sont effectivement marginalisés en termes d'offres de transport public. Et c'est, je pense, à mon sens, la principale erreur en termes de stratégie de transport public de la part de la mairie de Paris, c'est justement de créer des inégalités alors même qu'elle veut les réduire. Oui, et la région Île-de-France aussi, qui est Naïma, responsable, qui a la compétence transport. Mais c'est vrai que quand on voit ça, on se dit, on peut tous se faire la réflexion, parce qu'on parle des personnes à mobilité réduite, c'est vrai pour les personnes qui sont âgées, c'est vrai pour les personnes qui ont une poussette et qui se retrouvent toutes seules, c'est-à-dire qu'avec une seule une seule ligne qui est véritablement accessible, ça veut dire que ça ne décloisonne pas Paris. Si vous n'habitez pas sur cette ligne et que vous ne travaillez pas sur cette ligne, a priori, c'est compliqué de l'utiliser. Oui, c'est compliqué, mais c'est une compétence régionale, il faut le rappeler. Oui. C'est pas